Excusez-moi, je cherche comment afficher les conversations pour voir. Voilà. Voilà, donc bienvenue à tous pour cette présentation du master de psychologie de l'Université de Caen-Normandie avec différentes informations donc, concernant les objectifs, l'organisation de ce master et la campagne de sélection de cette année. Alors, voilà. Donc, le master de mention psychologie de l'Université de Caen est un master dit indifférencié ou à double finalité, dans le sens où il permet d'obtenir le titre de psychologue, ce qui permet aux étudiants diplômés de pouvoir exercer directement le métier de psychologue, mais qu'il offre aussi la possibilité aux étudiants diplômés de poursuivre donc des études doctorales en psychologie. Donc, ce master comprend 5 parcours. Il est soutenu par différents laboratoires dont sont membres les enseignants-chercheurs qui soutiennent et organisent cette formation. Donc, le laboratoire de psychologie de l'Université de Caen, le laboratoire de neuropsychologie et d'imagerie de la mémoire humaine, des collègues également du laboratoire d'éthologie animale et humaine soutiennent également ce master, ainsi que le Centre de recherche et de risque et vulnérabilité, ou encore le laboratoire de physiopathologie et d'imagerie des maladies neurologiques. Donc, 5 parcours dans ce master avec des capacités d'accueil variant entre 15 à 20 étudiants néo-entrants, c'est-à-dire excluant les redoublants potentiels chaque année. Donc, le master clinique du développement de l'enfant, de l'adolescent et de la famille, qui s'appelle actuellement psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de la famille, et dont le nom change pour la prochaine rentrée 2022. Le parcours de neuropsychologie clinique de l'enfant à l'adulte, le parcours de psychologie de l'éducation, le parcours de psychologie psychodynamique clinique et pathologique, et le parcours de psychologie sociale et conduite de changement, diagnostic et intervention, qui lui aussi change de nom par rapport à l'offre actuelle. Donc, 2 de ces parcours accueillent 20 étudiants, le parcours neuropsychologie et le parcours de psychologie, psychodynamique clinique et pathologique. Les 3 autres parcours accueillant 15 étudiants. L'entrée dans ce master, puisqu'il délivre le titre de psychologue, et pour permettre aux diplômés de pouvoir donc s'inscrire sur les listes des professionnels, nécessite donc d'avoir une licence de psychologie pour pouvoir donc entrer dans ce master. Alors, quelques éléments de chacun de ces parcours. Donc, le master clinique du développement de l'enfant, de l'adolescent et de la famille, qui est un master qui s'intéresse plus particulièrement aux dynamiques de changement et aux trajectoires de vie, dans une approche intégrative écosystémique, donc qui va appréhender les problématiques de l'enfant et de sa famille et de l'enfant au sein de la famille, en prenant en compte différents facteurs psychologiques, biologiques ou encore socio-économiques. Donc, selon le moment où le psychologue est amené à rencontrer l'enfant, eh bien, ses missions vont être de prévenir, soutenir, infléchir ou compenser la trajectoire développementale de l'enfant. Des enfants qui vont donc présenter potentiellement des difficultés liées à une adversité sociale ou familiale ou une vulnérabilité propre, prématurité, troubles moteurs, cognitifs, etc. Donc, ce sont des psychologues qui interviennent dans différents secteurs et en particulier les secteurs de la santé, du sanitaire et social ou encore le secteur médico-éducatif. Donc, quelques chiffres d'insertion professionnelle. Ici, concernant les 14 répondants qui ont été diplômés en 2022, à 6 mois de leur diplomation, qui, comme vous le voyez, étaient 71%, 71,4 plus précisément, à être insérés professionnellement
Et pour la majorité d'entre eux, comme c'est souvent le cas pour les premiers postes en psychologie, ils étaient embauchés sous la format d'un CDD. Quelques mots maintenant sur le parcours de neuropsychologie clinique de l'enfant à l'adulte, qui est un parcours dont la spécificité ici à Caen est de s'inscrire dans une perspective lifespan, c'est-à-dire que c'est un parcours qui prépare à intervenir auprès d'enfants, d'adultes, mais aussi donc de personnes vieillissantes, qui présentent des lésions du système nerveux central ou un trouble du développement du système nerveux central. Et donc, c'est un parcours qui va prendre en charge des individus, donc des enfants qui présentent des difficultés d'acquisition de compétences cognitives, qui vont avoir été victimes de lésions cérébrales type traumatisme crânien, cancer, etc., ou encore de troubles neurodéveloppementaux. Donc, chez les adultes, ce seront des patients cérébro-lésés, donc là aussi traumatisme crânien, AVC et différents cadres pathologiques. Et concernant le vieillissement, eh bien, les patients pris en charge présentent des maladies liées au vieillissement, des maladies neurodégénératives ou encore le psychologue intervient dans l'accompagnement de fin de vie. Donc les missions sont diverses, l'aide au diagnostic, la prise en charge et la rééducation. Ce sont donc des professionnels qui interviennent dans différents secteurs hospitaliers, mais aussi divers autres établissements de la santé, là aussi du sanitaire et social ou encore du secteur médico-éducatif. De la même manière, un petit exemple ici sur les diplômés 2020, qui sont 12 à avoir répondu à cette enquête, et les 12 qui ont répondu à cette enquête étaient tous en emploi 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Là aussi, de nouveau, majoritairement sous la forme d'un contrat à durée déterminée. Maintenant, le parcours de psychologie de l'éducation qui a pour objectif vraiment de répondre à la problématique de l'éducation inclusive, qui se fixe pour objectif donc de... Non, j'ai loupé la neuro. Pardon? Donc c'est un parcours, donc le parcours de psychologie de l'éducation qui forme des psychologues qui vont être impliqués dans la prévention, l'évaluation et l'intervention auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes, qui vont présenter des difficultés d'apprentissage, des troubles cognitifs ou du comportement, ou encore une souffrance psychologique, et qui va donc avoir des répercussions sur l'éducation de ces individus, donc en termes de scolarité, dans leur communication, leurs habiletés sociales, des conduites à risque ou encore concernant leur santé. Donc ce parcours prépare en 2 ans à la prise en charge de ce type de difficultés. Au cours de la première année, les étudiants sont formés au système éducatif, aux différentes approches de l'apprentissage en psychologie, bien évidemment aux troubles également scolaires, et également à différentes méthodes de psychoéducation. La seconde année étant davantage centrée sur les aspects cliniques, avec évidemment le développement de la posture du psychologue, des propositions d'intervention basées sur différents types d'approches et de stimulation de différentes fonctions cognitives à destination d'individus présentant donc des déficits divers et variés. Donc les psychologues formés dans ce parcours interviennent ensuite dans différents secteurs, de nouveau, souvent médico-éducatifs, social. Vous en avez ici quelques exemples qui correspondent aux postes actuellement occupés par les étudiants précédemment diplômés. Donc, de nouveau, les résultats de l'enquête à 6 mois des diplômés 2020. Ils sont 11 à avoir répondu à cette enquête et 77,8% d'entre eux étaient en emploi au moment de cette enquête, avec une répartition, enfin tous n'ont pas répondu sur le type de contrat qu'ils avaient, mais globalement, voilà, des CDD et le plus souvent dans ce type de premier emploi. Le
quatrième parcours de psychologie psychodynamique clinique et pathologique s'intéresse plus particulièrement aux personnes en situation de souffrance psychique pour des raisons diverses, soit liées à une psychopathologie avérée, à des situations traumatiques, deuil, maladie grave, catastrophe, chômage, etc., ou encore à des crises existentielles. Donc, cette formation met au centre de l'investigation clinique le soin, l'évaluation et l'expertise psychologique de la personne, l'élaboration de stratégies de prise en charge adaptées au contexte de vie, la personne dans une constante dynamique inter- et intrasubjective, différents dispositifs de soins individuels, groupaux et institutionnels, et bien sûr l'expertise méthodologique, notamment en psychologie projective, donc pour le diagnostic et le pronostic. Donc, les étudiants diplômés de ce parcours s'intègrent là aussi dans tous les champs d'exercice des psychologues en santé mentale, sanitaire et sociale, médico-éducatif, mais également judiciaire, éducatif, dans les organisations publiques et privées. Vous en avez là aussi quelques exemples de structures qui accueillent des anciens diplômés de l'Université de Caen. Donc, concernant les résultats de l'enquête à 6 mois des 14 étudiants qui ont répondu, qui avaient été diplômés en 2020, eh bien, comme vous voyez, 72,7% d'entre eux avaient un emploi à 6 mois après l'obtention de leur diplôme, là aussi majoritairement sous la forme d'un CDD. Enfin, le parcours psychologie sociale du changement, diagnostic et intervention, donc, qui est un parcours qui s'intéresse au comportement et plus précisément à l'accompagnement du changement de comportement à un niveau individuel, mais aussi organisationnel ou institutionnel. L'accompagnement, le changement des comportements repose sur et implique deux phases. D'abord, une phase de diagnostic, identifier et analyser des éventuels freins et au contraire leviers qui pourraient permettre d'influencer un comportement cible. Et puis, savoir à partir de ce diagnostic, eh bien, manipuler et créer des outils pour favoriser ou diminuer les comportements que l'on cherche à modifier. Donc, ce parcours forme à ce type d'intervention psychologique dans principalement 3 secteurs. Dans le secteur de la santé et de la prévention, par exemple pour amener les gens à donner leur sang, dans le domaine du travail et des organisations, ou encore dans le domaine de la citoyenneté et du développement durable. Donc, ce sont des psychologues qui vont intervenir dans des organisations, des secteurs privés et publics, dans des établissements sanitaires et médicaux ou encore en milieu associatif. Donc, quelques chiffres là aussi de l'insertion professionnelle des diplômés 2020 à 6 mois d'obtention de leur diplôme. Les 6 étudiants qui ont répondu à l'enquête, eh bien, pour 80% d'entre eux, ils étaient insérés 6 mois après leur diplôme. Donc, quel que soit le parcours, l'architecture du master de psychologie est identique pour les 2 années et pour tous les parcours. Donc, à partir de la rentrée 2022, l'EM1 et l'EM2 seront organisés en 2 blocs. Un bloc plutôt centré sur le diagnostic et l'élaboration d'une intervention, le bloc 1, et un bloc 2 plus spécifiquement centré sur l'élaboration et l'intervention à proprement parler, donc correspondant davantage à l'acquisition de compétences pratiques. Donc, au premier semestre du M1, le bloc 1 comprend des contenus théoriques de la spécialité, mais aussi transversale, c'est-à-dire que les étudiants de tous les parcours sont amenés à suivre un enseignement commun. Et puis, ce bloc comprend également des outils méthodologiques spécifiques à chacun des parcours. Le deuxième bloc aborde les compétences transversales à tous les parcours et caractérisant finalement la pratique et la posture du psychologue.
ainsi qu'une UE plus de pratiques spécialisées au cours duquel les étudiants commencent à être en stage et à élaborer leurs problématiques de leur travail d'études et de recherche. L'organisation du semestre 2 est identique, à ceci près que sur le bloc 2, au second semestre, eh bien, sont distinguées les compétences requises pour réaliser un programme de recherche et élaborer une prise en charge, une thématique de recherche scientifiquement fondée, et une UE spécialisée plus dans l'acquisition des compétences pratiques du métier de psychologue. Chacune de ces deux UE pratiques, l'UE 10 et l'UE 11 ici, donne lieu à une soutenance de fin d'études qui conditionne l'obtention du diplôme de cette première année, puisqu'il faut avoir au moins 10 à ces deux UE pour pouvoir valider son année. Donc, comme il est indiqué également sur cette diapo, donc en tout, le Master 1 comprend 11 unités d'enseignement, réparties à raison de 190 heures par semestre, avec une proportion quasi équivalente de cours magistraux et de travaux dirigés. À partir de la rentrée 2022, et contrairement à ce qui se passe actuellement, eh bien, les étudiants auront l'obligation de réaliser 300 heures de stage au cours de leur année de M1. La deuxième année du master de psychologie reprend et est organisée de la même manière, avec un bloc 1 plutôt centré sur les aspects théoriques et méthodologiques, ou encore un peu plus pratiques ici en deuxième année concernant le diagnostic et l'élaboration d'une intervention, tandis que le bloc 2 est plutôt ciblé sur la conduite d'un projet en situation professionnelle. Excusez-moi, je vois qu'il y a une petite faute, c'est conduire un projet en situation professionnelle. Donc cette deuxième année comprend 9 UE, chaque semestre comme la réglementation l'exige, donne lieu à 30 CTS. Hein. Mais comme vous pouvez le voir ici, cette fois, il y a une majorité de travaux dirigés, 330 heures en tout dans la formation, qui sont majoritairement aussi assurés par des professionnels spécialisés dans le parcours. De nouveau, les étudiants doivent également réaliser un stage de 300 heures minimum au cours de cette deuxième année de master. Chacun de ces deux blocs, et c'est vrai aussi pour le M1, se compense entre eux, c'est-à-dire que le bloc 1 du semestre 1 pour l'obtention du diplôme se compense avec le bloc 1 du semestre 2 et le bloc 2 du semestre 1 se compense avec le bloc 2 du semestre 2. Mais comme en M1, l'UE20 est soumise à une contrainte, c'est-à-dire si l'étudiant n'a pas au minimum 10 à cette UE qui permet d'évaluer les compétences pratiques nécessaires à l'exercice du métier de psychologue, le diplôme n'est pas délivré. Pour l'année prochaine, et pour vous illustrer un peu comment s'organise cette formation, donc c'est une formation en alternance, stage, cours, et également en alternance M1, M2. Les deux promotions d'une année universitaire partagent une salle qui leur est dédiée. Donc, une semaine sur deux, elle est occupée par les M1 et une semaine sur deux, elle est occupée par les M2. Au premier semestre de l'année, l'alternance est quasi stricte. Chaque promotion alternant, donc, sauf sur la première semaine de cours. Donc la rentrée 2022 aura lieu le 2 septembre. Et c'est une journée qui sera consacrée aux réunions de rentrée, à la rencontre avec les différents responsables de formation. Puis la première semaine de septembre regroupera les deux promos d'étudiants. Les étudiants de M2 sont dans leur salle dédiée et les étudiants de M1 suivent les unités d'enseignement transversal en amphi avec leurs autres homologues des autres parcours. Et puis, comme vous voyez, après, eh bien, il y a une alternance stricte, donc M1, M2, M1, M2, M1, M2, etc., avec un temps potentiellement dédié au rattrapage des cours qui n'auraient pas pu être assurés pendant les semaines dédiées. Au semestre 2, l'alternance est moins stricte,
En fait, majoritairement, les étudiants de M1 sont en cours en début de mois et les étudiants de M2 en fin de mois, avec des plages d'enseignement de 2 semaines qui permettent de plus longues durées de stage consécutives. La grande nouveauté par rapport à ce que l'on propose actuellement, c'est que globalement, l'idée d'une seconde session disparaît. Tout le calendrier a été décalé et les étudiants de M1 sont donc en examen au début du mois de juin et finissent leur année fin juin, avec néanmoins une session potentielle de rattrapage pour ceux qui n'auraient pas réussi leurs examens écrits, mais il n'y a qu'un dépôt possible de l'ensemble des documents. Et en M2, eh bien, majoritairement, les étudiants soutiennent et début juillet, mais une session potentielle de rattrapage est possible permettant la délivrance du diplôme jusqu'à fin septembre, uniquement pour les étudiants qui auraient été en difficulté pour trouver ou dans l'acquisition de leur autonomie sur leur terrain de stage. Voilà pour cette présentation de l'organisation et donc de ce calendrier qui va prochainement être validé par les instances de notre université. Donc pour postuler à ce master, comme pour tous les masters en France, il faut donc candidater sur la plateforme e-candidat, dont je vous ai mis ici l'adresse pour laquelle il convient de créer un compte avant toute chose. La campagne e-candidat 2022 concernant le master de psychologie de l'Université de Caen se déroulera de la manière suivante. Donc, comme pour tous les masters en France, les dossiers seront à déposer entre le 25 avril et le 27 mai. À l'Université de Caen, nous avons mis en place 2 phases concernant cette sélection. Une phase d'admissibilité au cours de laquelle l'ensemble des dossiers qui a été déposé est examiné par le jury de recrutement. Ce jury, ces différents jurys spécifiques à chaque parcours se réuniront le 13 juin et décideront des candidats qu'ils appelleront à la 2e phase, la phase d'admission, qui consiste en des auditions qui auront lieu en visioconférence le 20 juin. Les candidats recevront les réponses le 22 juin avec une date limite maximum du 24 juin. Et ensuite, les étudiants admis en liste principale eh bien, devront s'inscrire impérativement entre le 1er et le 8 juillet. À l'issue de cette première phase d'inscription, tous les étudiants qui ont décliné la proposition d'intégration dans notre master eh bien, libèrent des places et on entame alors la première phase complémentaire qui aura lieu entre le 9 et le 13 juillet où progressivement donc, les étudiants démissionnaires permettent de faire remonter les étudiants placés en liste complémentaire, enfin les candidats placés en liste complémentaire. Et ces candidats qui remontent ont 24 heures pour donner leur réponse. Et cette première phase complémentaire devra être terminée le 18 juillet, date limite à laquelle les étudiants qui sont remontés et ont accepté devront être inscrits. Une deuxième phase complémentaire, selon les mêmes procédures, sera prévue entre le 19 et 22 juillet pour les vraiment toutes dernières places potentiellement complémentaires et donc la remontée encore des étudiants, enfin des candidats placés en liste principale. Et ces étudiants admis en seconde phase complémentaire devront être inscrits avant le 22 juillet. Ensuite, eh bien, il y a des congés à l'université et au retour de ces congés, s'il reste des places disponibles, elles seront proposées de nouveaux étudiants sur les listes complémentaires, mais tout devra et toutes les inscriptions devront être clôturées le 26 août. Donc, quelques détails sur les phases donc de sélection dans notre université. Donc, la première phase d'admissibilité consiste, comme je l'ai dit, en l'examen des dossiers par le jury de recrutement qui a pour objectif principalement d'évaluer donc la capacité du candidat à poursuivre sa formation en master
Et pour cela, les membres du jury vont se baser principalement sur les prérequis, évalués notamment au travers donc, du niveau académique des étudiants. Donc en L1, donc les notes des 2 semestres de L1, les notes des 2 semestres de L2 et la note du semestre 5 que tous doivent avoir de L3 et éventuellement eh bien, les notes sont prises en compte pour d'autres formations éventuellement suivies par les candidats. De même, potentiellement est pris en compte l'université d'origine et parfois les collègues regardent également aussi les notes obtenues dans certains contenus d'enseignement spécifiques et donc d'intérêt pour le parcours sollicité. À l'issue de cette phase, 40 à 60 candidats sont convoqués à l'audition par parcours. Donc cette deuxième phase d'admission sera proposée en visioconférence. Au cours de cette phase qui dure environ 10 minutes, le candidat sera invité à se présenter et notamment à présenter son projet professionnel, c'est-à-dire dans quel type de secteur se voit-il travailler, avec éventuellement quel type de mission. Et puis, en accord, il devra présenter son projet de formation, donc en conséquence, quel type de stage souhaite-t-il réaliser, par exemple, au cours de son M1. Et il sera important également de donner toutes les informations nécessaires au jury concernant la faisabilité de la formation afin de rapidement mettre en place des propositions qui permettent à l'étudiant admis de pouvoir eh bien, mener à terme sa formation. Donc, à l'issue de cette phase, eh bien, donc, une liste principale est établie de 15 à 20 étudiants selon le parcours et une liste complémentaire également qui est de nombre variable selon les années et les parcours puisque ça dépend beaucoup donc de la qualité des candidatures. Mais globalement, on est plutôt aux alentours entre 40 et entre 20 et 40 candidats placés en liste complémentaire, dont 1 à 2 fois la liste principale. Donc, le dossier qu'il est demandé de constituer est assez classique. Il comprend une lettre de motivation exposant le projet professionnel et le projet de formation, un CV, et puis évidemment différents documents à produire, en particulier les relevés de notes en psychologie antérieure et de l'année en cours. Comme je le disais tout à l'heure, le semestre 5 de la L3 obligatoirement, même si le semestre n'a pas été validé, et tout autre document permettant d'attester des notes ou des diplômes obtenus ou encore d'attestation de stage ou d'expérience en lien avec le projet professionnel. De façon très importante, quand l'étudiant candidate à l'un des 5 parcours de notre master de psychologie, il doit également remplir un questionnaire en ligne qu'il est très important de remplir sans commettre d'erreur, puisque ce fichier sera déterminant pour la première phase de sélection et d'analyse des candidatures. Alors, quelques précisions. Avoir fait un stage en L3 ou avoir trouvé un stage pour le M1 n'est pas un prérequis attendu à l'entrée. Donc, notamment parce que les étudiants inscrits à l'université de Caen n'ont pas obligation de réaliser un stage en L3. Et d'autant plus que le stage de M1 est évidemment conditionné à l'accord du référent universitaire de l'étudiant qu'il ne connaîtra qu'à la rentrée une fois inscrit. Donc, il ne faut pas trop se précipiter à trouver un stage qui pourrait ne pas correspondre aux attendus de la formation. Ce qu'il convient surtout d'avoir fait, c'est identifier en cohérence avec le parcours qu'on demande les structures dans lesquelles travaillent les psychologues qui disposent du diplôme de ce parcours, les populations qui sont prises en charge ou encore les missions qui incombent aux psychologues auprès de ces populations et dans ces structures. L'idée étant de commencer à réfléchir et de pouvoir formuler un projet professionnel et un projet de formation cohérent avec le parcours demandé. Le projet peut consister à
découvrir les points. Hein. On comprend bien que les étudiants, ils ont pas encore une formation en psychologie et en particulier dans le parcours. Donc, ils ne peuvent pas tout connaître. C'est bien l'enjeu d'apprendre pendant la formation. Mais l'idée, c'est quand même de savoir un petit peu ce qu'il en est, d'avoir réfléchi ou commencé à avoir des idées pour pouvoir surtout bien, défendre sa candidature au moment de l'audition. Alors, une petite précision pour que ce soit clair. L'admission en Master 1 donc, est possible en formation continue. Hein. Notre master est ouvert à la formation continue. Et on parle de formation continue dès lors qu'au moment où on postule dans e-candidat, eh bien, on n'était pas inscrit à l'université. Donc, si vous êtes inscrit cette année en L3 ou que ce soit, eh bien, votre statut, c'est formation initiale. Si, en revanche, vous étiez salarié pendant ces années-là parce que l'université ne vous proposait pas de statut FC au cours de la licence, vous avez toutefois la possibilité de faire valoir ce statut pour entrer en master. Quoi qu'il en soit, quand on se présente à l'entrée du master avec un statut de formation continue, c'est-à-dire qu'a priori on a un financement potentiel pour réaliser cette formation, eh bien, il convient impérativement de contacter le service de formation continue de l'UFR de psychologie avant de déposer toute demande pour évaluer la faisabilité administrative de la candidature. Alors, cette sélection donc, à l'entrée du master est réalisée par un jury et en fait plusieurs jurys de recrutement qui, au sein même d'un parcours, peuvent être constitués de plusieurs jurys en parallèle. Donc ici, un tableau qui indique quels sont les membres du jury et le président de jury pour chacun des 5 parcours qui est proposé à la rentrée 2022, qui en fait eh bien, correspond à la majorité des enseignants-chercheurs spécialisés dans le parcours et dont le nombre varie selon les possibilités et disponibilités des collègues au cours de cette année. Donc, le parcours clinique du développement est sous la responsabilité de la responsable de la première année, Coralie San. Le parcours neuropsychologie clinique de l'enfant et à l'adulte est sous la responsabilité de Ludivine Ritz, également responsable de la première année. Le parcours psychologie de l'éducation est sous la responsabilité de Céline Aloé, également responsable du M1. Le parcours psychologie, psychodynamique clinique et pathologique sous la responsabilité de Gladys Johnson, responsable également du M1. Et exceptionnellement, cette année, c'est Manuel Tostin qui assurera la présidence du jury du parcours de psychologie sociale et conduite de changement, diagnostic et intervention. Donc, les jurys de recrutement sont bienveillants puisqu'ils sont tout à fait conscients des enjeux pour les candidats. Ce qui est vraiment très important quand on prépare son dossier, c'est de penser à donner tous les éléments qui permettent au jury finalement de prendre une décision éclairée. Donc, il convient de soigner son courrier, mais surtout de le personnaliser, d'argumenter le propos, de détailler les objectifs, de démontrer vos connaissances un petit peu, hein, en tout cas vos représentations, démontrer que vous avez cherché à savoir ce qu'était ce métier, en précisant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez des contraintes, expliquer du coup comment vous envisagez de vous organiser, tout ça rédigé dans un français parfait, soutenu. Il est important de savoir analyser ses points forts et points faibles avec sincérité, de veiller à la cohérence des dossiers, hein, du dossier et des propos, de soigner votre CV en valorisant notamment toutes les expériences en lien avec le parcours demandé et surtout de fournir de fournir tous les éléments et informations demandés car les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. Alors, quelques chiffres pour terminer et vous donner un aperçu du nombre de dossiers que l'on traite chaque année. Donc, un nombre de dossiers qui, comme vous voyez, depuis 2017, augmente de façon très importante. Donc, l'année dernière, nous avons traité 3132 dossiers
sur les 3710 dossiers reçus, donc certains qui étaient incomplets ou que le candidat n'a pas poursuivi sa candidature. 320 étudiants constituaient 320 étudiants de l'université de Caen donc ont déposé un dossier sur ces 3132 traités. Donc 2812 étaient des candidats qui n'ont pas validé leur licence 3 à l'université de Caen. Donc, vous avez ici une représentation de la distribution et qui vous donne aussi le nombre de candidatures. Donc, il y a eu 772 candidatures pour le parcours de neuropsychologie clinique de l'enfant à l'adulte, 818 candidatures pour le parcours donc qui s'appelle cette année, hein, qui change de nom à la rentrée prochaine, la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de la famille. 273 candidatures pour le parcours de psychologie de l'éducation, 1082 candidatures pour le parcours de psychologie psychodynamique clinique et pathologique et 187 candidatures pour le parcours de psychologie sociale de l'intervention. Avec à chaque fois, j'ai indiqué ici la proportion d'étudiants qui ont validé leur licence 3 leur licence, donc leur troisième année à l'université de Caen. Donc, in fine, ont été constituées des listes principales, donc de 20 à 15 étudiants. Et ici, vous avez la représentativité à chaque fois des candidats classés qui ont validé leur licence à Caen ou dans une autre université. Donc, dans le parcours NCEA, sur la liste principale, il y avait 13 étudiants canet contre 5 qui n'ont pas validé leur licence à Caen. Dans le parcours EAF, ou enfants, adolescents, famille, ils étaient 5 de l'université de Caen. Dans le parcours de psychologie de l'éducation, 2. Dans le parcours psychologie dynamique, clinique et pathologique, ils étaient 12. Et dans le parcours psychologie sociale, ils étaient 4. Mais évidemment, s'agissant d'étudiants extérieurs à l'université de Caen et donc s'agissant d'un concours, souvent ce sont des étudiants qui sont aussi admis dans leur université d'origine et qui donc finalement décident de rester dans leur université d'origine. Pardon. Ce qui fait qu'à la rentrée, globalement, eh bien, le ratio s'inverse un peu, puisqu'on se retrouve avec des promotions constituées majoritairement d'étudiants qui ont validé leur licence à l'université de Caen. Non pas qu'on sélectionne davantage nos étudiants, vous l'avez compris, mais parce que eh bien, les étudiants classés d'une autre université, finalement, ne viennent pas. Donc, à la rentrée 2021, par exemple, sur les 21 étudiants finalement inscrits, hein, il y avait un redoublant, eh bien, 17 avaient validé leur licence à Caen. Dans le parcours éducation, ils étaient 4. C'est un parcours qui est majoritairement constitué quand même d'étudiants qui proviennent d'autres universités. On a une proportion quasi équivalente dans le parcours EAF. Dans le parcours PDCP, comme vous voyez, plutôt des étudiants canés, 15 contre 5, et dans le parcours psychologie sociale également, pour 13 étudiants finalement inscrits à la rentrée 2021. Donc voilà pour ces différentes informations concernant le master de psychologie. Et maintenant, je vous propose de répondre à des questions s'il y en a. Je vous ai mis ici, bien sûr, l'affiche de trouver mon master, que je vous encourage vivement à consulter. Et surtout, pour pouvoir candidater à plus qu'un master, hein, ce qui est plutôt conseillé, c'est 5. Alors, j'arrête le partage. Pardon, arrêtez le partage. Voilà. Et je vais pouvoir voir s'il y a des questions et répondre à vos questions. Je vous écoute si vous voulez des précisions. Prenez la parole hein, si vous avez des questions plus précises. Ah oui, pardon. Vous avez mentionné qu'il y avait un questionnaire en ligne à remplir pour le. Eh ben,
quand vous vous inscrirez sur eCandida, dans un des 5 parcours, de nos 5 parcours, nécessairement, on vous demandera de remplir ce questionnaire. Donc, vous le trouverez en passant par l'application eCandida. Alors, la lettre de motivation, non, vous avez vu le nombre de dossiers que l'on reçoit. Donc, on vous encourage en fait à être extrêmement précis, direct, de formuler donc votre intérêt pour le parcours, votre intérêt pour cette discipline, d'expliquer votre projet de formation et votre projet donc professionnel de façon extrêmement concise, claire et le plus lisible possible. Et non, si vous faites un dossier de trois pages, les collègues n'auront pas le temps de lire 3 pages de 1000 dossiers. Donc, ce sera totalement impossible. Le mieux est d'essayer de faire une lettre, effectivement, d'une page, en ciblant, en étant très précis sur ce que vous avez à mettre. N'oubliez pas qu'il y a également le CV, et donc les deux ensemble, on doit pouvoir avoir toutes les informations. Vous n'êtes évidemment pas obligé de mettre dans votre lettre de motivation des informations qui sont sur votre CV. Il faut essayer de prendre les éléments majeurs qui permettent de très vite avoir une idée assez précise de qui vous êtes et de pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous intéresse et quels moyens vous vous donnez pour essayer de réussir votre formation. Alors, la lettre de le courrier que vous adressez, vous n'en faites qu'une. C'est un courrier qui doit traduire encore une fois votre motivation, votre projet professionnel et en cohérence avec tout ça, votre projet de formation. Vous pouvez l'adresser au responsable d'année ou simplement au jury du parcours. Voilà, c'est pas très important. Alors, il est difficile de faire un stage à l'étranger, vous l'avez compris, puisqu'il s'agit d'une formation en alternance. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas en cours, vous êtes en stage. D'accord? Et donc, au premier semestre du M1, par exemple, et du M2, l'alternance, c'est une semaine de stage, une semaine de cours. Donc, aller à l'étranger devient extrêmement compliqué. Néanmoins, selon le projet, selon le parcours de la personne, s'il y a déjà eu des stages, s'il y a des expériences préalables, s'il y a peut-être un autre diplôme, voilà, si on considère qu'il peut y avoir une possibilité de ne pas suivre certains enseignements pour pouvoir réaliser un stage à l'étranger sur une durée de 2 mois, par exemple, qui forcément oblige l'étudiant à ne pas suivre les cours, ça reste possible, mais on est vraiment au cas par cas. Et dans ce cas, et pour tous les cas par cas qui peuvent exister, pour diverses raisons, de maladie ou autres, eh bien, on met en place un contrat pédagogique qui autorise l'étudiant, c'est un contrat passé entre l'étudiant et l'UFR de psychologie, eh bien, être dispensé de certains cours pour pouvoir mener à bien sa formation. Mais globalement, aucun de nos étudiants, sauf vraiment cas très précis et particuliers, ne réalise de stage à l'étranger. Alors, comment s'organise le TER en master? Pardon, je n'avais pas vu. Doit-il être en lien? Alors, dans la majorité des parcours, je vérifie que je n'ouvre pas de questions, vous n'avez pas à formuler une thématique de TER dans votre lettre de motivation, puisque dans la plupart des cas, la thématique du TER est définie à la rentrée. Dans 4 parcours au moins, j'ai un doute pour un autre. Quoi qu'il en soit, c'est toujours à la rentrée que ça se définit. Mais au moins pour 4 des parcours, les étudiants de M1 réalisent un mémoire qui correspond aux problématiques de recherche en cours des enseignants-chercheurs du parcours. C'est-à-dire qu'on leur fait des propositions
pour donc participer à des projets en cours et donc d'être vraiment au cœur de l'activité scientifique de l'université et des enseignants-chercheurs du parcours. Et donc, eh bien, les étudiants, finalement, font un choix parmi une liste. Alors, mis à part peut-être dans le parcours de psychologie, psychodynamique, psychodynamique clinique et pathologique, où là, des propositions de thèmes peuvent être proposées. Mais dans tous les cas, ce sont des éléments qui se définissent à la rentrée. Vous n'avez pas à préciser sur ce quoi vous voulez absolument travailler, à moins que vous ayez repéré vraiment une thématique qui vous intéresse, qui correspond à celle d'un enseignant-chercheur et que vous émettez votre souhait de vouloir travailler avec cette personne, avec cet enseignant-chercheur dont vous avez vu passer les travaux et qui vous intéresse particulièrement. Oui, ça, on va tenir compte bien sûr dans le choix des terres de ce qui va convenir aux étudiants et leur plairait, bien sûr. Alors, je vérifie que je n'ai pas loupé de questions. Alors, savez-vous pour quel parcours les enseignements regardent-ils les détails des notes? Le détail des notes, il est forcément regardé en audition, ça c'est sûr. Puisqu'en fait, on reprend les relevés de notes, on discute vraiment avec l'étudiant de ses forces et ses faiblesses. Hein. On a le droit d'avoir des faiblesses hein, pour peu qu'on puisse aussi expliquer et puis argumenter aussi de ses forces. Ensuite, au premier tour, on va dire, à la première phase d'admissibilité, pardon, globalement, on regardera en détail les dossiers qui nous posent question, en fait. Un étudiant qui a eu 18 en L1, 18 en L2, qui a 18 de moyenne générale, hein, évidemment j'exagère un peu, mais sur son semestre 5, il va avoir de fait de grandes chances d'être admis à l'audition. Mais parfois, ça se joue à pas grand-chose entre certains étudiants et là, on peut être amené à regarder un petit peu plus en détail. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous êtes actuellement étudiant à l'université de Caen, par un oui ou par un non, dans le... Parfait, merci beaucoup. Parce qu'effectivement, l'idée, c'était plutôt de toucher des personnes qui ne sont pas inscrites à l'université de Caen. Et donc, et alors, du coup, je suis désolée, j'aurais dû vous demander directement. Est-ce que vous pouvez m'indiquer dans le chat votre université d'origine? Je pourrais peut-être vous en dire un petit peu plus. D'accord, Rouen. Aix-Besançon, Strasbourg. Ok. Ok. Très bien, merci. Paris 5. Ok. Ah bah, dis donc, là, on fait tout l'hexagone, hein, quasiment. Donc, c'est assez classique. Hein. Avez-vous d'autres questions, d'autres points que vous voulez que je précise? J'ai prévu un moment d'échange d'une heure. Il est 7h moins 10. Qu'est-ce que j'aurais omis de vous dire? Non, je ne saurais que trop insister sur le fait qu'il est vraiment essentiel que vous donniez vraiment tous les éléments pour que les membres du jury prennent une décision éclairée. Hein. Notre difficulté pour nous, c'est bien évidemment de sélectionner les étudiants qui ont une chance de réussir leur formation. Hein. Il se trouve qu'on a quand même
régulièrement, hein, pas beaucoup, mais régulièrement. Chaque année, il y a au moins, depuis 2-3 ans, un abandon ou deux sur l'ensemble des parcours. Évidemment, c'est des situations qui sont bonnes pour personne, pour l'étudiant en question parce que il a perdu un petit peu de temps, et puis pour l'étudiant qui n'a pas été pris à la place de cet étudiant, bien sûr. Donc, plus on a d'éléments qui nous permettent de nous assurer que les candidats sélectionnés, eh bien, vont avoir des bonnes chances d'aller au terme de leur formation, et mieux c'est pour tout le monde. Donc, faut vraiment pas. Il n'y a pas de critères d'exclusion majeure pour entrer dans un master, si c'est évidemment que euh, euh, plus on a de meilleures notes globalement, plus on a d'expérience, plus on sait pourquoi on est là, plus on a de chances de réussir, bien évidemment. Donc ce sont des éléments qui sont vraiment déterminants. Donc il faut nous donner les moyens aussi, à travers les différentes informations que vous nous fournissez, de nous aider à prendre une décision juste pour tous. Merci Maëlie. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Oui, alors donc moi je viens de l'Université de Paris et je serais intéressée par le master psychologie clinique du développement. Oui. Et justement parce qu'il y a le mot clinique, et ce qui n'est pas le cas dans Mm. nombreux masters de développement. Et vous avez précisé en début d'intervention que justement ce mot avait été rajouté par rapport à l'année dernière. Donc j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui a motivé les professeurs à changer de maquette à ce niveau-là. Tout à fait. Les collègues de ce parcours, et je vous donnerai leur nom après, vous pourrez les contacter directement si vous voulez plus d'informations, ont souhaité effectivement réorganiser un petit peu leur formation, lui donner une identité qu'ils avaient l'impression leur formation avait un petit peu perdu ces dernières années. Donc, ils ont reconstitué une équipe, et effectivement, leur souhait, c'est vraiment de se situer dans une approche de la psychologie, la psychopathologie développementale, vraiment, hein. Donc, de remettre le mot clinique ici remis dans l'intitulé à un sens vraiment très fort, hein. Ils sont dans une approche vraiment systémique de l'enfant dans sa famille, en prenant en compte l'ensemble des facteurs qui peuvent influer la trajectoire développementale des enfants. Et la prise en charge, elle concerne l'enfant, mais aussi la famille. Et donc, ils sont vraiment dans une approche clinique au sens de la systémie, évidemment de l'écoute, mais ces dernières années, ils avaient l'impression d'avoir un peu perdu leur identité, et ils ont vraiment les collègues ont travaillé dans cette nouvelle offre à retrouver cette identité de psychopathologie développementale et de psychologie du développement dans une approche beaucoup plus clinique. Je ne saurais pas en parler aussi bien qu'eux, bien évidemment, mais vous pouvez les contacter. Vous trouvez les noms des responsables de cette formation sur le site de l'UFR. Donc, c'est Michel Monina, professeur de psychologie du développement pour le M2, et Coralie le maître de conférence en psychologie du développement pour le MA. Mais globalement, tous les enseignants-chercheurs de ce parcours peuvent vous donner des informations sur les spécificités de la formation. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément à votre question, mais en tout cas, c'est une vraie volonté. Oui, merci Ce n'est beaucoup. pas par hasard que clinique a été rajouté. Ça, c'est sûr qu'il y a cette volonté dans cette approche de l'enfant en développement, en prenant en compte l'ensemble des facteurs qui peuvent influer sur sa trajectoire. D'accord, merci. D'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, la charge de travail. Oui, la charge de travail est importante. On est à peu près donc on a fait les calculs là, on est à environ 30 à 32 heures d'enseignement par semaine, avec évidemment, comme toujours, quasiment autant de travail personnel.
Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'on a des semaines à 60 heures hein, toutes les semaines quand on a cours, mais effectivement, il y a beaucoup de travail dans le sens où il convient d'intégrer différentes notions et en master, on n'est plus à apprendre de la connaissance et ce qu'il faut faire, c'est réfléchir sur ces connaissances, les organiser, les mettre en lien. Et ça, c'est un exercice qui est complexe, qui demande du temps, qui demande de s'entraîner, qui demande de lire pour pouvoir effectivement mettre en lien l'ensemble des connaissances, des méthodologies qui sont proposées pour pouvoir être force de proposition, de prise en charge en fait. Donc il ne s'agit pas seulement d'appliquer des formules, mais bien évidemment de réfléchir sur tout ça. Et donc, c'est une charge cognitive très importante et donc, du coup, qui peut demander plus ou moins de temps selon les étudiants, mais quoi qu'il en soit, qui demandera ce temps de travail. Et puis, quand on n'est pas en cours, on est en stage. Et en stage aussi, c'est très chronophage sur le plan de l'investissement. Les étudiants sont très souvent fatigués, évidemment, après leur journée de stage qu'ils vivent intensément. Et donc, chaque semaine est vraiment assez intense. Il faut évidemment, pour réussir sa formation, prendre le temps de souffler, de s'aérer, mais globalement, ce sont 2 années assez intensives et en particulier la deuxième année et le second semestre de la deuxième année. Ceci dit, depuis cette année, donc, et dans la proposition de la rentrée prochaine, nous avons décalé notre calendrier d'examen, puisque les étudiants de Master 1 habituellement sont en examen en mai. Là, ce sera en juin, mais par contre, avec plus vraiment de possibilité de session 2, hein, si ce n'est que pour les étudiants vraiment qui auraient eu un problème majeur sur le stage également, comme pour les M2 finalement. Et donc, ça laisse quand même plus de temps pour digérer un petit peu tout ça, pour rédiger son rapport de stage, pour rédiger son mémoire. Globalement, il y a 1 mois de plus, donc ça devrait permettre de se sentir moins oppressé par la recherche de travail avec un calendrier un petit peu plus étendu. Voilà. Mais oui, par rapport à la L3. Alors la L3 est compliquée aussi parce qu'il y a cette sélection à la sortie qui fait que souvent quand même les étudiants travaillent beaucoup aussi en L3. J'ai envie de dire que c'est un peu plus, c'est plus de travail qu'en L3 et c'est pas le même type de travail qui est demandé. Il n'est pas question de par cœur en master, clairement. Il faut travailler des documents, réfléchir dessus, voilà, faut organiser sa pensée. Et ça demande du temps. Alors, le statut... alors, le statut... Alors, évidemment, ce n'est pas une limite d'être salarié pour faire notre formation, mais un mi-temps, clairement, ce n'est pas jouable. Ce n'est pas jouable dans le temps imparti. Par contre, on peut envisager la mise en place, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est possible, ça ne veut pas dire systématique, ça se discute, hein, mais d'un contrat pédagogique qui autorise l'étudiant à être un peu absent, mais certainement pas sur un mi-temps de travail, par exemple, ça c'est juste pas possible. Mais par contre, le contrat pédagogique peut consister à décider de faire l'année en 2 ans, justement en aménagement les temps de travail avec les temps de cours. L'ensemble des semaines de cours est obligatoire, de même que la réalisation des 300 heures de stage. Donc, il faut trouver, si la personne travaille, il faut trouver la manière de lui permettre de réussir à mener à terme cette année. Et il est très important, si vous êtes admis à l'audition et que vous êtes salarié et que vous n'avez pas d'autre choix hein, que d'avoir un boulot, hein, je vais vous en dire d'autres mots, c'est important d'en discuter dès l'audition. Ce n'est pas du tout un critère de non-admission, hein, évidemment que non. Par contre, c'est important qu'on le sache dès le départ pour pouvoir trouver les meilleures façons d'organiser la formation des étudiants concernés.
Alors après, quand on travaille un petit peu, on va dire, le soir, à garder des enfants qu'on doit récupérer à la sortie de l'école ou le week-end, bon, évidemment, ça, il n'y a pas d'objection. Ça me fait penser le cas d'une étudiante cette année qui systématiquement devait partir à 17h30 et qui pouvait être amenée à louper une demi-heure ou une heure et demie de cours selon les jours. Eh bien, on l'a évidemment autorisée à être absente. Maintenant, dès qu'on a évidemment un travail à côté, on accumule de la fatigue et on peut être parfois un petit peu en difficulté, mais voilà, ça demande des ressources un petit peu, une application qui peut être un petit peu difficile, mais c'est tout à fait possible. Ce n'est pas un critère de non-admission. Par contre, voilà, un temps plein ou un mi-temps, on n'organise pas sa formation comme on veut, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Marine. Voilà. On m'entend? Oui? Oui. Ah, bonjour. Alors moi, j'ai une question parce que j'ai eu ma licence à Caen, mais en 2019. Oui. Et du coup, en fait, c'était un choix que de ne pas poursuivre en master directement parce que j'avais décidé de me faire l'expérience professionnelle. Du coup, à la suite d'un stage que j'ai fait auprès d'une psychologue, j'ai pu travailler en tant que conseillère en insertion professionnelle à Pôle emploi, puis en mission locale. Et voilà. Et après, du coup, j'ai su que je voulais faire le master clinique du développement de l'enfant, de l'adolescent et de sa famille. Du coup, ensuite, j'ai travaillé en IME et toujours actuellement. Et j'aimerais du coup reprendre la formation, mais en formation continue. Du coup, je voulais savoir quels critères étaient pris en compte dans ce cas-là. Donc, ce qui est très important, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que déjà vous preniez directement contact avec le service de formation continue de l'UFR de psychologie et en amont de déposer votre candidature pour étudier sur un plan administratif si effectivement vous pouvez relever de la formation continue dans le cadre de notre diplôme et en d'autres termes pour définir les modalités de financement puisque en formation continue, vous l'avez vu tout à l'heure sur le diaporama, la somme est assez conséquente, elle implique un accompagnement particulier et il convient de déterminer quels sont vos droits administratifs, qu'est-ce que vous allez faire valoir comme type de financement et comment tout ça peut s'organiser. Après, à l'issue de ce premier contract, je vous invite à demander et vous serez mis de toute façon très certainement en rapport avec le responsable de la formation. Et avec qui vous pourrez échanger sur effectivement la pertinence de votre retour donc à une formation universitaire. Et en fait, il n'y a pas de critères particuliers, si ce n'est d'une cohérence, comme pour les étudiants qui rentrent en M1, du projet, regard donc de tout ce que vous avez fait et donc de votre souhait de devenir psychologue et de suivre ce parcours. Et puis après, au regard de la faisabilité, comme je disais tout à l'heure, des chances que vous avez de mener à terme ce projet en fonction de ce que vous avez fait précédemment, en fait. Voilà. Et donc, les étudiants, les candidats qui postulent donc avec le statut de formation continue sont étudiés d'une certaine manière, les dossiers sont étudiés de manière relativement comparable aux étudiants FI, mais avec évidemment un intérêt particulier à viser sur la pertinence du projet. Enfin voilà, c'est des éléments qui vont d'autant plus compter en fait, peut-être. Enfin, pas peut-être, mais qui seront regardés vraiment. D'accord, parce La qu'en difficulté, c'est toujours de revenir dans une formation quand on s'en est écarté depuis longtemps et ça pose quand même un certain nombre de difficultés. Après, ceci dit, vous, c'était il n'y a pas si longtemps, donc il n'y aura pas de difficultés majeures et particulières. Mais je vous invite vivement à prendre contact avant. Enfin, déjà, c'est une obligation avec le service de formation continue et aussi avec le responsable de la formation pour qu'il puisse identifier, vous faire un retour assez rapidement aussi déjà sur la pertinence et de vos chances d'entrée finalement, parce que être en FC, ça demande de préparer des dossiers pour avoir des financements, ça prend du temps, voilà. Donc il faut pas avoir
C'est mieux Du coup, en fait, j'ai déjà pris contact avec les responsables de formation continue il y a un moment. Ouais. Ça fait plusieurs mois en fait que j'ai déjà pris contact avec eux. Ils m'ont dit qu'en fait c'était, enfin, par rapport à tout ce qui était financement, donc oui, qu'il fallait que je me rapproche de Pôle Emploi, etc. Et que comme vous dites que je devais contacter Madame Sam qui est responsable. Et que je devais lui envoyer directement ma candidature, c'est-à-dire lettre de motivation, CV, tout ce qu'il fallait en fait, comme si je postulais directement via e-candidat, mais à Madame San. Et que en fait celle-ci évaluerait du coup ma candidature et me proposerait ensuite un entretien. C'est ce que eux m'ont dit. Madame Vous demandez à rentrer en M1 ou en M2? En M1. D'accord, non, en M1, vous candidatez sur e-candidat, hein. Vous n'avez pas particulièrement envoyé votre dossier. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la procédure. Après, D'accord. Qui vous a dit ça, pardon? Madame Mallet, en fait, oui, elle m'a expliqué, voilà, j'envoyais tout, CV, lettre de motivation et autres pièces si je le souhaitais. Et en fait, elle évaluerait et elle me ferait un retour à la suite de ça. Non, je pense possiblement il y a une confusion sur l'entrée en M2 parce qu'en M2, c'est comme ça que ça se passe parce qu'on accepte aussi quelques candidats directement en M2 qui ont déjà eu un M1, bien sûr, hein, et, enfin, voilà, et eux, ils ne passent pas par les candidats. Par contre, quand on postule en M1, tous ces éléments-là sont à fournir dans e-candidat. Vous n'avez pas du tout à les envoyer au service de formation continue. Par contre, dans votre interaction avec le responsable d'année, avec Madame San, voilà, vous pouvez lui envoyer pour qu'elle prenne connaissance de votre dossier, de qui vous êtes, que vous puissiez discuter de la pertinence de votre admission potentielle, de la pertinence de postuler, etc., de vos chances d'intégrer le master finalement, vous voyez, et de vérifier que tout ça va être faisable en fait. Donc, dans cet échange, vous pouvez lui envoyer des informations qui l'aideront à se rappeler de vous et à pouvoir discuter avec des éléments à l'appui. Mais sinon, la procédure, ce n'est pas du tout de tout envoyer quand on demande une entrée en M1. Ça, c'est vrai pour le M2. D'accord, très bien. Parce ils m'ont dit de tout lui envoyer et après de mettre sur e-candidat. Bon, je ferai comme ça. Moi, je vous conseille de contacter Madame San. Vous lui envoyez votre CV, vous lui expliquez votre projet. Et puis, vous vous dites que vous souhaitez pouvoir vous entretenir avec elle pour en discuter. Et puis, voilà. Et puis après, vous n'êtes pas obligé de renvoyer d'autres choses au service de formation continue de l'UFR. D'accord. Et concernant les financements, est-ce que je dois dire en amont quel financement je vais effectuer ou ça peut attendre que je sois admise? Non, c'est justement par contre avec le service de formation qu'ils font voir tous ces aspects administratifs. C'est très important parce que les collègues vont devoir, peut-être avez-vous déjà demandé des devis? Oui. D'accord, ok. D'accord. Donc, c'est important pour connaître les délais précis parce que là, vous l'avez vu, j'ai donné des dates au 23 juillet, au 22 ou 23 juillet, j'ai un doute là. C'est la fin des inscriptions, on va dire avant l'été. Après, il y a une autre petite période possible de remonter sur des listes complémentaires fin août, mais c'est vraiment, nous c'est rare qu'on utilise cette période-là, en fait, hein. Généralement, tout est calé un peu avant, sauf si on a une personne qui se désiste à la dernière minute. Donc, tout va être fini avant l'été. Et donc, avant l'été, il faut que votre dossier de financement soit clôturé. Donc, c'est important de clarifier ces aspects administratifs pour voir si c'est jouable pour vous cette année, en fait. Vous voyez, c'est ça l'idée, hein. D'accord. Donc, en fait, il faut que tout ce qui est financement, ça doit être clair avant que je sois admise. En fait, je serai admise que si mon dossier de financement, il est OK. Oui, mais qu'on sache, nous, quel est votre dossier de financement, quelles sont les dates butoirs et est-ce que tout ça, ça va être en accord avec notre calendrier à nous. Vous voyez, si vous avez une réponse qui ne colle pas avec les moments où on donne des réponses ou les moments où vous devez vous inscrire, il faut qu'on clarifie ces aspects administratifs en fait. Avec le service administratif, l'important c'est qu'ils aient les informations. C'est vous postulez à quoi? C'est quoi les dates? Est-ce que tout ça, ça va coller? C'est quoi la solution si ça ne marche pas? Comment on réagit? Comment on ajuste? Voilà.
D'accord, donc je reverrai ça avec les responsables de formation continue. Voilà. Ouais, ils ont Mais pas là, été très avec clairs. avec le service administratif pour les aspects de financement. D'accord. Moi, je verrai ça avec eux. Euh, Est-ce que moi, je suis désolée pour tous les autres participants, je prends beaucoup de place, je suis vraiment désolée, mais j'avais beaucoup de questions. Bah, allez-y, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors, donc, les autres étudiants, on va beaucoup regarder leurs notes et peut-être des expériences s'ils en ont ou des stages. Après, c'est vrai que moi, du coup, j'ai 2 ans et demi d'expérience. Est-ce que ça sera plus valorisé que mes notes? Alors ça, c'est toujours la Enfin, question, hein, on est bien d'accord, c'est toujours la question. C'est pour ça que euh, des profils comme le vôtre, avec une expérience évidente, c'est pour ça que je vous invite vraiment à contacter le responsable de la formation. Tous les dossiers FC sont étudiés un petit peu à part, puisqu'on regarde ces aspects-là, parce qu'à part, ça ne veut pas dire différemment, ça veut dire parce que il arrive que ce soit des profils d'étudiants qui, effectivement, si finalement ils avaient enchaîné avec un master, ils n'auraient pas été pris. Mais avec l'expérience accumulée, eh bien, ont une réelle place potentiellement dans la formation. Et donc, il faut qu'effectivement, on puisse regarder de près ces dossiers pour valoriser et prendre en compte l'expérience professionnelle. Au-delà, j'ai envie de vous dire, oui, de fait, un petit peu en deçà, ou enfin à côté, ou en tout cas pas au même niveau que les notes obtenues au cours de la L3, qui souvent, dans ces cas-là, ne seraient pas de niveau à franchir la barre, en fait. Hein, on est d'accord. Donc, oui, c'est des éléments qui sont pris en compte, mais pour ça, effectivement, il faut que vous soyez bien identifié comme une EFC, il faut qu'on ait toutes les informations qui nous permettent de nous dire, bah, d'accord, ça, L3, il y a 2 ans, elle était une moyenne de 11, c'est un peu juste, mais il y a tout ça, il y a tout ça. Bon, allez, on va au moins l'écouter à l'entretien et on décidera après. Voilà. d'accord, très bien. J'avais une autre question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai pas très bien compris le fait de faire un courrier pour expliquer certaines contraintes. En fait, par exemple tout ce qui est familial. Enfin, je vais vous donner mon exemple. Peut-être que d'autres sont dans mon cas. Moi, je suis maman. J'ai un enfant. Est-ce qu'il faut que je l'explique? Enfin, bon, Alors, j'ai vraiment pas trop compris le oui, principe du courrier. je comprends. Non, c'était dans cette idée que je voulais vous dire qu'il faut que vous nous donniez toutes les informations qui nous permettent de prendre une décision éclairée, mais aussi qui permettent d'éventuellement envisager des façons de vous permettre d'entrer dans la formation et de réaliser la formation dans les meilleures conditions. Je m'explique, il arrive des fois qu'on découvre 3 à 4 mois après la rentrée que la personne en fait eh bien, travaille à mi-temps et que du coup ça devient plus possible à gérer, alors que si on l'avait su avant, eh bien, on aurait pu y réfléchir, on aurait mis en place un contrat pédagogique, on aurait fait des propositions. Quand une personne travaille à côté, a des enfants, vit loin, envisage de faire un stage près de sa famille ou au contraire dans un troisième lieu, il y a un lieu de famille, il y a un lieu d'enseignement et puis il y a un lieu de stage. Pour nous, tout ça, c'est voué à l'échec. C'est-à-dire, enfin, je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein, mais je veux dire, on est dans des conditions qui sont très difficiles. Donc, ce qui est important dans votre courrier, c'est évidemment si vous nous dites, si on voit que dans votre CV, vous travaillez et que vous ne nous dites rien si vous allez continuer à travailler. Si on voit sur votre CV que vous avez, je ne sais pas, 2, 3 enfants et que vous ne nous dites pas comment vous allez donc vous organiser. Par exemple, c'est arrivé qu'on ait des personnes qui disent bah, il n'y a pas de problème, c'est mon mari, on s'est organisé, il prend en charge, sans vouloir s'immiscer dans la vie privée, c'est pas ça. Hein. Mais c'est nous donner les éléments qui nous permettent de nous assurer que on suppose bien que ça a été pensé, mais des fois, ce qui est pensé ne correspond pas à la réalité de la charge qui incombe au cours du master. Quoi. Donc, il faut voilà, que vous nous donniez des éléments pour qu'on comprenne quelles dispositions vous avez prises. Par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, moi je travaille à mi-temps, mais bon, pour le master, je vais arrêter de travailler. Vous allez vivre de quoi alors? Comment ça va se passer pour vous? Parce que voilà, et après, nous, on est là, on peut dire, il y a des solutions sociales, on peut vous adresser à telle personne. Voilà, comment vous avez pensé votre projet, en fait, vous voyez? C'est plus D'accord. comment vous avez pensé votre projet.
mais en tenant compte de qui vous êtes avec la vie que vous avez. Voilà, c'est ça, faire un courrier sincère en fait. Et sans vouloir rentrer dans la vie privée des personnes, nous, on va le voir que vous allez, ça va être marqué quelque part sans doute sur votre CV ou pas. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas marqué, c'est même presque, voilà, c'est peut-être un peu embêtant parce que peut-être qu'il va vous arriver des moments où vous serez obligé de vous occuper de vos enfants, vous ne pourrez pas être en formation, sinon on ne le sait pas, on ne pourra pas vous accompagner, on ne pourra pas autoriser, on pourra… Vous voyez, voilà, c'est que tout le monde soit bien au courant pour essayer de faire en sorte que ça se passe du mieux possible en fait. D'accord, parce que est-ce que ça peut être pénalisant ou est-ce ça peut… Et surtout pas. Ce qui est pénalisant, c'est que quand on ne comprend pas, qu'il y a une candidature de quelqu'un qui travaillait à plein temps, qui n'a pas de financement, qui est maman, qui habite à 300 km de l'université, on se dit mais comment elle va faire? Et si on n'a pas d'éléments de réponse dans le courrier, eh bien pour nous ça devient inquiétant. Vous voyez? Parce que ça laisse à penser qu'il n'y a pas eu de réflexion sur les contraintes que ça allait poser. Et ce n'est pas pour s'immiscer encore une fois dans la vie privée, mais c'est pour trouver ensemble aussi des solutions. Parce que nous, on peut avoir des propositions, on peut trouver des solutions d'aménagement, d'enseignement, en mettant en place un contrat pédagogique, en orientant les étudiants vers des possibilités de financement, de bourse. Enfin voilà, nous… Vous voyez bien que quand on a 4000 dossiers, il est important qu'on ne se trompe pas. Pour tous ceux qu'on ne prend pas, c'est vraiment, pour nous, c'est compliqué. Et la première chose que je dis aux étudiants de M1 à la rentrée, c'est qu'ils ont une responsabilité de réussite par rapport à tous les étudiants qu'on n'a pas pris. Et pour ça, il faut nous donner les moyens d'avoir toutes les informations qui vous permettent à ceux qu'on va prendre, à ceux qu'on admet, qui leur permettent de réussir en fait. Et si on n'a pas tous les éléments, on est un petit peu embêté. D'accord. Donc c'est un courrier qu'on fait à part de la lettre de motivation. Non. Dans votre lettre de motivation, vous pouvez dire, voilà, vous avez fait telle et telle chose et qu'aujourd'hui vous voulez, voilà, et puis vous pouvez terminer en disant que vous travaillerez peut-être qu'à mi-temps ou seulement le week-end, que vous vous êtes organisé, que votre projet est mûri, que c'est organisé dans votre vie privée. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus, mais qu'on voit que vous vous êtes posé la question en fait, vous voyez? D'accord, très bien. Moi, en fait, j'ai déjà commencé à faire ma lettre de motivation. J'ai déjà commencé où j'ai mis les missions que j'ai accomplies dans mes expériences professionnelles passées. J'ai expliqué le sujet de mon TER en L3 avec Madame San et que j'aurais souhaité en fait poursuivre le sujet que j'ai fait avec elle. Comme j'ai dit tout à l'heure, on pourra… Contactez-la ou recontactez-moi parce qu'on va peut-être s'arrêter. Mais la thématique du TER de M1 n'a pas à être détaillée. Hein. D'accord? Vous pouvez dire que vous avez envie de travailler sur telle ou telle chose, mais vous n'avez pas à rentrer dans des détails pour votre lettre de motivation. En plus, sinon, vous n'aurez pas le temps. Ce qui est plus important, j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi vous voulez faire ce parcours, dans quel… type de poste vous voyez au regard de l'expérience que vous avez eue. Vous voyez, mon expérience m'a permis de m'envisager plutôt comme psychologue dans tel… Donc, l'année prochaine, pour mener à bien ce projet, j'envisage de solliciter telle et telle structure. D'ailleurs, j'attends une réponse de machin ou de truc. Vous voyez, d'être plutôt comme ça, en fait. Et en M2, j'aimerais bien plutôt faire un stage dans telle structure, auprès de telle population, ainsi, in fine, au bout des 2 ans. Voilà, c'est ça un projet. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Je crois que c'est bon. Non, très bien. Je reprendrai contact avec Madame San. Je vais la solliciter pour un entretien. Vous pensez que ça sera possible qu'elle me recontacte en visio? Oui, vous verrez avec elle. Hein, D'accord, très bien. Je la solliciterai par mail. Ouais, je vous remercie. Voilà. Je vous en prie. Ça sera plus simple. Je suis désolée auprès de tous les autres non, mais je pense participants que d'avoir pris autant de place. J'ai donné des informations qui sans doute ont été utiles à d'autres. D'accord, je vous remercie en tout cas d'avoir pris autant de temps parce que j'avais beaucoup de questions, mais au moins ça m'a vraiment aidé. Alors, je vous en prie. Et pour compléter et répondre à une autre personne, c'est enregistré et alors après, je ne sais pas par quel canal ça va être diffusé, mais vous avez eu cette information qu'il y avait des webinaires organisés cette semaine à l'Université de Caen et donc par le canal où vous avez eu ça, vous aurez la possibilité de pouvoir réécouter cet enregistrement.
Donc, je n'ai pas la réponse précise, hein, je suis désolée. D'accord. Sur le site de l'UFR de psychologie ou sur le site de l'Université de Caen? Marine, excusez-moi, le mot. Ah oui, voilà, d'accord. Donc, très bien. Ben, là, moi, dès que c'est fini, je le transmets au service concerné et donc vous le retrouverez au même endroit. Alors, il y a des chances que ce soit sur le site de l'Université de Caen. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous propose d'arrêter, 19h20. Vous pourrez revoir cet enregistrement et le diaporama qui va avec. Je vais voir avec les collègues qui sont en charge de cet aspect-là si je leur donne aussi mon diaporama. Je ne sais pas. Voilà, écoutez, en tout cas, je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, je ne sais même pas si je me suis présentée chez Karine Le Breton, la responsable du grade. Mais du coup, vous trouvez aussi le nom de tous les responsables de parcours sur le site de l'UFR de psychologie. Et n'hésitez pas à les contacter également si vous voulez des informations plus précises sur l'organisation du parcours. Dernière du coup information, vous pouvez regarder le guide des études du master de psychologie qui est en ligne sur le site de notre UFR. C'est la version de l'année dernière. Donc, il va y avoir quelques changements dans l'organisation hein, et du nombre d'UE, etc. Mais globalement, les parcours n'ont pas perdu leur identité. Hein. Donc, il y a des contenus qui vont être réorganisés, qui vont être complétés, certains vont disparaître, mais l'identité des parcours n'est pas modifiée à ce point. Donc, en regardant le guide des études, vous aurez aussi quelques informations. Et donc, le guide des études pour la rentrée prochaine eh bien, sera probablement disponible aux alentours de mai-juin. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et en restant à votre disposition, si besoin, par mail, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.